Et si je te disais qu'à chaque fois que tu dis oui ou non, à chaque décision, un tout nouvel univers naît? Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction, c'est la théorie la plus bouleversante de la mécanique quantique proposée en 1957 par un physicien et qui aujourd'hui encore divise le monde scientifique en deux. Si tu es prêt à affronter le fait que la vie que tu mènes n'est qu'une seule possibilité parmi une infinité, alors fais le premier pas pour voir les preuves de cette théorie folle et plonge dans cet univers parallèle en aimant la vidéo. En 1957, un jeune homme nommé Hugh Everett a frappé à la porte de son directeur de thèse à Princeton avec une équation qui promettait de retisser la trame même de l'existence. Il affirmait avoir résolu la profonde énigme de la mécanique quantique et la réponse qu'il avait trouvée le terrifiait un peu lui-même. Jusqu'alors, tous les manuels nous expliquaient qu'une particule, au moment où elle est observée, s'effondrait en un seul état parmi d'innombrables possibilités. Pourtant, Everett avait prouvé que les mathématiques racontaient une toute autre histoire. Les particules ne s'effondraient jamais vraiment. Au lieu de cela, c'était la réalité elle-même qui se divisait. Son directeur, John Wheeler, était sur le point de rejeter cette thèse. Les implications semblaient dépasser l'entendement. Si Everett avait raison, alors chaque interaction quantique qui se produisait créait de tout nouveaux univers. Et il ne s'agissait pas d'univers métaphoriques ou philosophiques. C'étaient des mondes physiques, concrets, qui se ramifiaient à partir de notre propre réalité, comme des sentiers qui se séparent soudainement dans une forêt. Wheeler s'inquiétait pour l'avenir professionnel de son étudiant. Il a encouragé Everett à adoucir son langage, à présenter sa théorie de manière moins audacieuse. Mais Everett a refusé. Les mathématiques parlaient avec une clarté indéniable. Selon sa théorie, lorsque nous mesurons un électron, nous ne le forçons pas à choisir une position. Nous devenons intriqués avec lui. Une de nos versions voit cet électron juste ici. Une autre de nos versions, elle, le voit juste là. Et ces deux versions sont réelles. Toutes deux continuent d'exister dans des mondes parallèles mais distincts. Ce n'est pas un choix philosophique. C'est le monde que les équations nous décrivent, quand on les suit honnêtement et courageusement jusqu'à leurs conclusions ultimes. Pendant des décennies, les physiciens ont ignoré le travail révolutionnaire d'Everett. Alors qu'il attendait une reconnaissance qui ne venait pas, d'autres proposaient des voies complexes et détournées pour expliquer ce comportement étrange du monde quantique. Ils ont inventé des ondes pilotes invisibles pour guider les particules. Ils ont suggéré que la conscience humaine jouait un rôle spécial dans le fonctionnement de la physique. Ils ont ajouté des règles arbitraires qui n'existaient pas dans les équations elles-mêmes sur quand et pourquoi les objets s'effondraient. Chacune de ces tentatives exigeait que nous ajoutions quelque chose de plus aux mathématiques pures. L'interprétation d'Everett, elle, était la seule qui ne nécessitait aucun ajout, aucun artifice. Puis, dans les années 1970, David Deutsch d'Oxford a redécouvert les travaux d'Everett tombés dans l'oubli. Et Deutsch a réalisé quelque chose de très profond dans ces lignes. Si ces mondes parallèles étaient réels, alors ils pourraient expliquer pourquoi les ordinateurs quantiques peuvent avoir une puissance aussi ahurissante. Un ordinateur quantique avec seulement 300 bits quantiques ou qubits pourrait traiter simultanément une quantité d'informations équivalente à plus de particules qu'il n'y a d'atomes dans tout l'univers que nous pouvons observer. Alors, d'où venait cette incroyable puissance de calcul ? Deutsch a soutenu que l'ordinateur empruntait ses ressources de calcul aux univers parallèles. Notre ordinateur, pour résoudre un problème, s'étendait au-delà des réalités, utilisant la puissance collective de ses innombrables versions. C'est à partir de ce moment-là que la communauté scientifique a commencé à prendre Everett au sérieux. Ces mathématiques faisaient désormais des prédictions testables. Des expériences sur l'intrication quantique ont confirmé à maintes reprises que les particules se comportent exactement comme Everett l'avait décrit. Une fois que deux particules ont interagi, elles restent connectées, quelle que soit la distance qui les sépare. Quand tu en modifies une, l'autre réagit instantanément. Si une seule réalité existait, ce serait impossible. Mais si les deux particules existent simultanément dans chacune des innombrables branches du monde, cette connexion mystérieuse prend soudain un sens parfait. Aujourd'hui, des équipes de recherche dans des institutions comme Caltech, le MIT et Oxford considèrent l'interprétation des mondes multiples d'Everett comme l'une des candidates les plus solides pour décrire la nature fondamentale de la réalité. Car cette théorie explique la mécanique quantique sans y introduire de nouveaux éléments mystérieux. Elle offre une solution élégante aux résultats expérimentaux qui déconcertent les physiciens depuis un siècle. Et, fait le plus frappant, elle fait une prédiction unique que les autres interprétations
ne peuvent pas faire. Everett a affirmé que si un jour nous pouvions construire un ordinateur quantique suffisamment avancé pour être conscient, cet ordinateur nous dirait qu'il se souvient avoir existé dans plusieurs états différents en même temps. Ce qu'Everett a découvert va bien au-delà de la physique abstraite. Si ces équations sont correctes, alors à chaque fois qu'un neurone s'active dans ton cerveau, tu te divises aussi. Chaque décision que tu prends crée de nouvelles branches dans ton existence. Chaque instant qui passe te multiplie en d'innombrables mondes parallèles. La vraie question est maintenant, pourrons-nous trouver une preuve directe de ces autres mondes ? Peut-être que certains signaux étranges venant des profondeurs du cosmos nous murmurent que nous avons déjà cette preuve. Maintenant, imagine un seul électron se dirigeant vers une barrière percée de 2 fentes étroites. La physique classique nous dit qu'il doit passer soit par une fente, soit par l'autre. Mais la physique quantique révèle une vérité bien plus étrange, bien plus fascinante. Cet unique électron passe par les 2 fentes en même temps. Et lorsqu'il frappe un écran de l'autre côté, il ne forme pas un seul point, mais une figure d'interférence. C'est comme si des ondes venues des 2 chemins s'étaient croisées, créant des bandes claires et sombres. Cette expérience a été répétée des milliers de fois. Le résultat est toujours le même. L'électron se trouve bien à 2 endroits à la fois. Maintenant, transposons cette idée à notre propre échelle. Un électron est fait de champs quantiques. Chaque atome de ton corps l'est aussi. Chaque molécule de l'air que tu respires également. Chaque particule existe dans ce nuage de possibilités en superposition jusqu'à ce qu'elle interagisse avec autre chose. Et lorsque l'interaction se produit, quelque chose de remarquable arrive. Les fonctions d'onde ne s'effondrent pas. Elles fusionnent. 2 particules se touchent et leurs descriptions individuelles deviennent une description unifiée. Les physiciens appellent cela l'intrication. Une fois intriqué, tu ne peux plus parler de la particule A sans parler de la particule B. Même si tu mets des millions de kilomètres entre elles, elles sont devenues un seul système. Au moment où tu mesures la particule A, tu obtiens instantanément des informations sur l'état de la particule B. Einstein appelait cela l'action étrange à distance et croyait que c'était la preuve que la mécanique quantique était une théorie incomplète. Mais il avait tort. L'intrication est réelle et elle a été vérifiée d'innombrables fois dans des laboratoires du monde entier. Mais voici ce qui rend ce phénomène extraordinaire pour notre conversation. Chaque fois que des particules s'intriquent, cette fonction d'onde universelle se divise. Une branche de l'onde contient le résultat où la particule A un spin haut. Une autre branche contient le résultat où la particule A un spin bas. Et ces 2 branches sont physiquement réelles. Toutes 2 continuent d'évoluer sur leur propre chemin, soumises aux mêmes lois de la physique. La seule raison pour laquelle nous ne pouvons pas percevoir l'autre branche, c'est que nous sommes désormais intriqués avec la particule A de cette manière spécifique. Pense un instant à la fréquence à laquelle les particules interagissent. En ce moment même, les photons de ton écran frappent les électrons de ta rétine. Ces électrons déclenchent des réactions chimiques dans ton nerf optique. Ces signaux se transforment en pensées via les neurones de ton cerveau. Chaque étape implique des billions d'interactions quantiques. Chaque interaction intrique davantage de particules, et chaque intrication divise la réalité une fois de plus. Cette division ne s'arrête jamais. À cet instant précis, des rayons cosmiques provenant de supernovas lointaines entrent en collision avec des molécules de l'atmosphère terrestre. Chaque collision donne naissance à de nouvelles branches. Au plus profond des roches, sous nos pieds, des atomes radioactifs se désintègrent à des moments aléatoires. Chaque désintégration crée des mondes parallèles où cette désintégration s'est produite à un instant différent ou a projeté ces particules dans des directions différentes. L'univers se ramifie des quadrillions de fois par seconde, rien que sur notre planète. Maintenant, étends ce chiffre à chaque étoile, chaque planète, chaque galaxie de l'univers observable. Le taux de ramification atteint une vitesse qui dépasse les limites de la compréhension humaine. David Deutsch estime que même les systèmes quantiques les plus simples produisent que des branches bien plus rapidement que nous ne pouvons les compter. Un système de seulement 300 particules en superposition crée plus de branches qu'il n'y a d'atomes dans tout notre cosmos. Observable. Alors, où est-ce que tous ces univers tiennent ? La réponse à cette juste question se cache dans la structure même de la réalité quantique. Ils n'existent pas dans un autre lieu de notre espace tridimensionnel. Ils existent dans un domaine qui possède beaucoup plus de dimensions que nos 3 dimensions habituelles, dans l'espace de configuration quantique.
Chaque branche occupe la même position physique que nous. Elles se superposent parfaitement, mais n'ont aucune connexion causale entre elles, à l'exception de rares moments d'interférence qui peuvent se produire entre les mondes. Et peut-être que ces moments peuvent expliquer certains phénomènes que nous ne comprenons pas autrement. En 2004, la sonde d'anisotropie micro-ondes Wilkinson de la NASA a cartographié la plus ancienne lumière de notre univers. Cette lumière, que nous appelons le fond diffus cosmologique, nous parvient de toutes les directions. C'est le fossile d'une première lueur émise lorsque le cosmos n'avait que 380 000 ans. Les minuscules variations de température sur cette lumière ancienne nous racontent comment la matière s'est assemblée pour finalement former les galaxies. La majeure partie de la carte semble lisse, avec de petites fluctuations, comme prévu. Mais ensuite, les astronomes ont remarqué quelque chose de profondément anormal dans le ciel austral. Une région de 5 degrés, couvrant une zone environ 10 fois plus large que la pleine lune, était significativement plus froide que les zones environnantes. Pas juste un peu plus froide. La température dans cette région chutait de 70 microkelvin en dessous de la moyenne. À certains endroits, cette différence atteignait même 140 microkelvin. Pourtant, les autres fluctuations du fond diffus cosmologique dépassaient à peine 18 microkelvin. Les scientifiques l'ont baptisé la tache froide. La cosmologie standard prédit que des fluctuations de cette ampleur ne peuvent apparaître que sur des zones d'1 degré au maximum. Elles ne devraient jamais couvrir 5 degrés. La probabilité qu'une zone froide aussi grande se forme par hasard se situe entre 1 et 2%. Techniquement possible, mais suffisamment improbable pour exiger une explication. Les premières théories se sont concentrées sur une structure qu'ils ont appelée un supervide. Peut-être qu'entre nous et cette lumière ancienne, il y avait un immense vide spatial contenant beaucoup moins de galaxies que la moyenne. La lumière traversant ce vide perdrait de l'énergie et apparaîtrait plus froide en arrivant à nos télescopes. En 2015, certains chercheurs ont affirmé avoir trouvé des preuves de ce supervide. Si cela était confirmé, cette structure s'étendant sur 500 millions à 1 milliard d'années-lumière aurait été l'une des plus grandes structures jamais identifiées par l'humanité. Mais ensuite, l'université de Durham a mené une étude beaucoup plus détaillée. Ils ont utilisé le télescope anglo-australien pour cartographier les galaxies dans la direction de la tache froide. Ils ont comparé ces données avec le catalogue des galaxies d'autres régions du ciel. Les résultats, présentés en 2017, contredisaient totalement l'hypothèse du supervide. La distribution des galaxies autour de la tache froide semblait normale. Il n'y avait rien de spécial là-bas. Il n'y avait pas de vide géant. L'équipe de Durham est arrivée à une conclusion extrêmement troublante. Si la tache froide n'est pas causée par un supervide, alors quelque chose dans l'univers primitif lui-même a dû créer cette région froide. Mais quoi? Les modèles standards du Big Bang ne peuvent pas produire des régions froides aussi grandes. Les variations de température auraient dû être lissées à des échelles aussi vastes. Quelque chose avait violé la physique que nous connaissons. Parmi toutes les possibilités, une explication particulièrement audacieuse se détache. La cosmologiste Laura Mersini-Houghton a suggéré que la tache froide est une cicatrice laissée par la collision de notre univers avec un autre univers, lors de cette première période d'expansion ardente. Dans les premiers instants de la première seconde après le Big Bang, l'espace que nous connaissons s'est dilaté plus vite que la lumière elle-même. Si cette théorie, que nous appelons l'inflation éternelle, est correcte, ce processus a créé d'innombrables univers-bulles comme le nôtre. Et certaines de ces bulles, juste avant que l'inflation ne les sépare pour toujours, ont pu entrer en collision avec notre propre univers. Une telle collision aurait envoyé une onde de choc énergétique à travers notre univers, comme le sillage laissé par un navire. Cette onde aurait modifié la température de cette première lueur, le fond diffus cosmologique, selon un motif spécifique, et la forme ainsi que le profil de température de la tache froide correspondent de manière surprenante aux prédictions théoriques d'une telle collision. Bien sûr, la probabilité reste faible, mais si toutes les autres explications échouent les unes après les autres, peut-être que nous sommes en train de regarder les premières preuves physiques concrètes que les univers parallèles ne sont plus seulement des constructions théoriques. Peut-être qu'ils nous touchent en ce moment même, de l'autre côté du cosmos. Le fond diffus cosmologique porte en lui des informations de la période la plus ancienne qui nous soit accessible. À ce moment critique où l'univers s'est suffisamment refroidi pour permettre la formation des atomes,
la lumière a été libérée pour la première fois de l'emprise de la matière et a commencé son long voyage à travers l'espace. Cette lumière voyage vers nous depuis exactement 13,8 milliards d'années. Lorsque nous regardons cette lumière, nous voyons l'univers tel qu'il était alors qu'il n'était qu'un bébé, bien avant l'existence des étoiles ou des galaxies. On peut considérer le fond diffus cosmologique comme une photographie de cet univers bébé. Les taches chaudes et froides sur cette photo montrent les fluctuations de densité dans ce plasma primordial. Les régions un peu plus denses, donc un peu plus froides, sont devenues les graines des futurs amas de galaxies. Les régions un peu moins denses, donc un peu plus chaudes, se sont transformées en immenses vides cosmiques. Ce motif nous raconte comment toute la structure complexe de notre univers est née d'un cosmos initialement lisse. Les scientifiques peuvent prédire avec une grande précision à quoi ce motif devrait ressembler. Nos meilleurs modèles de cosmologie, développés grâce à des décennies d'observation et de calcul, disent que ces variations de température doivent suivre des règles statistiques spécifiques. Et lorsque nous mesurons le vrai fond diffus cosmologique, nous voyons une correspondance presque parfaite avec ces prédictions. Presque, car la tache froide ne correspond pas à cette image parfaite. Voici pourquoi c'est si important. Si la tache froide provenait de fluctuations quantiques normales et aléatoires dans l'univers primitif, nous nous attendrions à voir des anomalies similaires ailleurs dans le ciel. De grandes régions froides devraient apparaître avec une certaine fréquence statistique. Mais la tache froide est là, seule, unique et isolée. Cette singularité pourrait indiquer que quelque chose d'inhabituel s'est produit dans cette direction particulière du ciel. Matthew Kleban, un physicien de l'Université de New York, a créé des modèles mathématiques détaillés de ce à quoi ressemblerait exactement une collision d'univers. Selon son modèle, lorsque deux univers-bulles se touchent, ils libèrent une grande quantité d'énergie à leurs frontières. Cette énergie se propage vers l'extérieur comme une onde sphérique. Du point de vue d'un observateur à l'intérieur de l'une des bulles, comme nous devrions voir un motif circulaire dans le fond diffus cosmologique. La taille de ce motif dépend de la distance dans l'espace et le temps à laquelle la collision s'est produite par rapport à nous. Les calculs de Kleban prédisent une région froide avec des caractéristiques géométriques spécifiques. Elle devrait paraître à peu près circulaire. Son profil de température devrait montrer une certaine pente du centre vers le bord. Et la tache froide présente une correspondance raisonnablement bonne avec ses prédictions. La correspondance n'est pas parfaite, mais elle est assez proche pour être prise au sérieux. Le satellite Planck de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2009, a fourni des cartes beaucoup plus détaillées du fond diffus cosmologique avec une résolution 3 fois supérieure à celle des missions précédentes. Planck pouvait révéler même les structures les plus fines que les télescopes précédents auraient pu manquer. Si la tache froide n'était qu'une erreur de mesure ou un bruit statistique, Planck l'aurait révélé. Au lieu de cela, Planck a confirmé de manière définitive l'existence de la tache froide et a rendu ses contours encore plus nets. Les chercheurs ont analysé méticuleusement les données de Planck à la recherche de traces de multiples collisions d'univers. Certaines théories prédisaient que l'inflation éternelle aurait dû provoquer non pas une seule, mais de nombreuses collisions. Les premières analyses ont suggéré des preuves possibles de 4 signatures de collisions distinctes, mais des analyses ultérieures, plus prudentes, ont montré que ces signaux tombaient en fait dans la gamme du bruit statistique aléatoire. Aucune preuve concluante n'a émergé. La tache froide reste notre candidate la plus solide. Elle se situe juste à la limite de ce que la cosmologie standard peut expliquer en disant « c'est juste de la chance ». Certains scientifiques soutiennent que nous ne devrions pas invoquer une physique exotique pour une probabilité d'1%. D'autres disent qu'1% est une probabilité suffisamment faible pour explorer les alternatives. Le professeur Tom Shanks de l'Université de Durham a clairement exposé la situation. Si les analyses futures écartent toutes les explications conventionnelles, alors la tache froide pourrait être notre première preuve de l'existence d'autres univers. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de trouver de nouvelles façons de tester cette hypothèse ahurissante. La mécanique quantique nous apprend que les particules n'ont pas de propriétés définies jusqu'à ce que quelque chose les force à faire un choix. Un électron n'a pas de position ou de moment cinétique spécifique, il existe comme une onde de probabilité étendue dans l'espace.
Ce n'est qu'au moment où nous le mesurons que l'électron apparaît à un seul endroit. Cela nous semble étrange, car dans notre expérience quotidienne, rien ne se comporte de cette façon. Une tasse de café sur ton bureau est sur ton bureau. Elle n'existe pas à plusieurs endroits en même temps. La différence fondamentale est l'échelle. Les petits objets, comme les électrons, peuvent maintenir cet état de superposition. Les grands objets, composés d'innombrables particules, perdent cette superposition presque instantanément par une interaction constante avec leur environnement. Les physiciens appellent cela la décohérence. L'environnement mesure constamment les grands objets par d'innombrables petites interactions. Les molécules d'air les heurtent, les photons se réfléchissent sur leur surface. Ces interactions intriquent l'objet avec son environnement et détruisent ses effets quantiques magiques. Mais la superposition elle-même, au niveau fondamental, est entièrement réelle. L'expérience des fentes de Young le prouve sans l'ombre d'un doute. Envoie des électrons un par un à travers deux fentes. Chaque électron laisse un seul point sur l'écran de détection. Mais après avoir envoyé suffisamment d'électrons, une figure d'interférence apparaît. La seule façon d'obtenir une interférence est que chaque électron soit passé par les deux fentes. L'électron existe en superposition, il prend les deux chemins simultanément jusqu'à ce qu'il frappe l'écran. Alors, qu'est-ce qui lie la superposition aux univers parallèles ? C'est ce qui se passe lorsque nous essayons d'observer par quelle fente l'électron est passé. Imaginons que nous plaçons des détecteurs à chaque fente pour mesurer le chemin de l'électron. Soudain, cette figure d'interférence disparaît. L'électron passe maintenant soit par une fente, soit par l'autre, mais jamais par les deux. L'acte d'observation change le résultat. Les interprétations traditionnelles prétendent que l'observation fait s'effondrer la superposition. L'électron était dans plusieurs états possibles, et notre mesure l'a forcé à en choisir un. Mais cela soulève des questions troublantes. Qu'est-ce qui compte exactement comme une observation ? Est-ce que cela nécessite une conscience humaine ? Où et quand exactement cet effondrement se produit-il ? Et pourquoi les équations fondamentales de la mécanique quantique n'en disent-elles pas un mot ? L'interprétation des mondes multiples d'Everett offre une réponse radicalement différente. L'électron ne s'est jamais effondré. C'est toi qui t'es effondré. Juste avant de mesurer par quelle fente l'électron est passé, tu existais toi-même en superposition. Une de tes versions a détecté l'électron à la fente A. Une autre de tes versions l'a détecté à la fente B. Ces deux versions sont réelles. Toutes deux continuent d'exister dans des branches parallèles et distinctes de la réalité. Et depuis chacune de ces branches, tu vois l'électron passer par une seule fente parce que tu es maintenant intriqué avec lui de cette manière. Cela ne vaut pas seulement pour les électrons, mais pour tout. Lorsque la lumière entre dans tes yeux, les photons interagissent avec les molécules de ta rétine. Ces molécules changent de forme et déclenchent des signaux nerveux. Chaque étape implique une superposition. Chaque mesure que tu fais t'intrique avec l'objet que tu mesures. Et cela te divise en d'innombrables versions qui voient des résultats différents. L'univers existe en superposition à tous les niveaux. Toutes les configurations possibles que la matière et l'énergie peuvent prendre coexistent dans cette fonction d'onde universelle. La raison pour laquelle nous ne percevons qu'une seule configuration est que nous faisons partie du système. Nous ne pouvons pas sortir du système pour voir toute cette magnifique superposition. Pendant que nous avançons sur une vague, d'innombrables autres continuent de se séparer silencieusement autour de nous. Si cette pensée te semble impossible à accepter, pense un instant que la superposition quantique a été directement mesurée pour les particules, les atomes et même de petites molécules sous la lumière froide et précise des laboratoires. Les mathématiques fonctionnent parfaitement. Les expériences confirment encore et encore les prédictions. Le point de controverse est de savoir si ce principe peut être étendu pour inclure les observateurs humains et des univers entiers. En 1926, Erwin Schrödinger a écrit cette équation élégante qui régit la façon dont les systèmes quantiques évoluent dans la trame du temps. Cette équation prend une fonction d'onde en entrée et te dit comment elle change d'un instant à l'autre. Pour une seule particule, cette fonction d'onde décrit toutes les positions et moments possibles que cette particule peut avoir. Dans cette équation, il n'y a pas un seul mot sur l'effondrement ou la mesure. Elle ne décrit qu'une évolution lisse et continue. Mais que se passe-t-il si nous appliquons l'équation de Schrödinger à plusieurs particules ? La fonction d'onde devient plus complexe. Au lieu de décrire la position d'une seule particule, elle décrit les positions de toutes les particules en même temps. Cette fonction d'onde commune capture ces liens cachés,
ces corrélations entre les particules. Lorsque les particules interagissent et s'intriquent, l'équation en tient compte spontanément à travers la structure de la fonction d'onde. Maintenant, posons une question audacieuse. Que se passe-t-il si nous appliquons l'équation de Schrödinger à chaque particule de l'univers, sans exception? Alors, nous obtenons une seule fonction d'onde universelle qui décrit l'état de toute la matière et de toute l'énergie dans l'univers. Cette fonction d'onde évolue de manière totalement déterministe, c'est-à-dire d'une manière spécifique selon l'équation. Pas de hasard, pas d'effondrement, pas de règles spéciales pour les observateurs. Juste un seul objet mathématique qui change en douceur dans le temps selon les lois que nous connaissons. C'est le fondement théorique de l'interprétation des mondes multiples. La fonction d'onde universelle est la réalité elle-même. Tout ce qui existe, a existé ou existera est codé dans cette vaste structure mathématique. Lorsque nous percevons l'univers, nous percevons en fait une toute petite tranche de cette immense fonction d'onde. Nous voyons une branche. Mais les autres branches restent tout aussi réelles, seulement pour toujours au-delà de notre perception directe. Cette fonction d'onde a une structure presque inimaginable. Elle existe dans un domaine, l'espace de configuration, qui a 3 dimensions pour chaque particule de l'univers. Notre univers observable contient environ 10 puissance 80 particules. Par conséquent, cet espace de configuration conçu pour notre univers a 3 fois 10 puissance 80 dimensions. Essayer de visualiser cet espace dans notre esprit est une entreprise vaine. Même les représentations mathématiques les plus abstraites sont insuffisantes face à cette immensité. Mais malgré cette complexité ahurissante, la fonction d'onde obéit à des règles relativement simples. L'équation de Schrödinger détermine exactement comment elle change. Si tu nous donnes la fonction d'onde au temps présent, tu peux la calculer à n'importe quel temps futur ou passé. Cette évolution est réversible. Aucune information n'est jamais perdue. Chaque événement qui se produit dans une branche est en équilibre parfait avec des événements complémentaires dans les autres branches. Cette situation nous laisse face à une question philosophique profonde. Si la fonction d'onde universelle contient déjà tous les résultats possibles, est-ce que quelque chose se produit vraiment? Ou est-ce que le temps lui-même, tel que nous le percevons, est une illusion? Certains physiciens, y compris des partisans de premier plan des mondes multiples comme Sean Carroll, soutiennent que le temps reste réel. Selon eux, les événements continuent de se produire en séquence à l'intérieur de chaque branche. La ramification elle-même se produit dans le temps. Nous suivons une trajectoire spécifique à travers cette immense fonction d'onde. D'autres, comme le physicien Julian Barbour, affirment que la fonction d'onde représente une réalité intemporelle. Tous les moments existent simultanément dans cet espace de configuration. Notre forte perception du flux du temps est un artefact de la façon dont notre conscience échantillonne ce paysage statique. Le passé, le présent et le futur sont tous également réels, répartis sur cette vaste géographie de la probabilité quantique. Dans les deux cas, la fonction d'onde universelle implique quelque chose d'étonnant. Chaque version de l'histoire qui aurait pu se produire se réalise quelque part dans cet immense espace de résultats quantiques. Ta vie contient d'innombrables branches où tu as fait des choix différents, vécu des événements différents, où tu es une personne entièrement différente, et toutes, en ce moment même, évoluent sur leur propre chemin dans des flux d'existence parallèles. Dans le silence du vide, 2 particules se rencontrent. Leur fonction d'onde se superpose. Et à cet instant, quelque chose de très profond se produit. Avant cette rencontre, tu pouvais décrire chaque particule seule, de manière indépendante. La particule A avait sa propre fonction d'onde. La particule B aussi, simple, séparée. Mais après avoir interagi, il devient impossible de les séparer. Désormais, une seule fonction d'onde unifiée raconte une histoire commune qui englobe les 2 particules. C'est l'intrication quantique. Une saku, fois intriquée, ces particules partagent un seul état quantique. Cela ne change pas, même si tu les éloignes au point de pouvoir loger des galaxies entre elles. Au moment où tu mesures une propriété de la particule A, tu obtiens instantanément des informations sur la particule B. Cette connexion semble plus rapide que la lumière ne peut voyager entre elles. Einstein trouvait cette situation si troublante qu'il l'a appelée l'action étrange à distance. Il a suggéré qu'il devait y avoir des variables cachées que nous ne pouvions pas voir, qui permettaient à l'information de voyager entre les particules par des moyens normaux.
Mais en 1964, John Bell a prouvé mathématiquement que les variables cachées ne pouvaient pas expliquer l'intrication. Il a dérivé des inégalités que toute théorie à variables cachées devrait respecter. Et les expériences menées ont violé ces inégalités à maintes reprises. Les particules partageaient les particules, bien l'information instantanément. Aucun signal ne passe entre elles, car elles ne sont plus des entités séparées. Elles sont les deux parties d'un seul système quantique. Dans l'interprétation des mondes multiples, l'intrication est le mécanisme même qui crée de nouvelles branches. Lorsque ton cerveau traite l'information, les électrons de tes neurones interagissent les uns avec les autres. Ces interactions intriquent les électrons, et la fonction d'onde universelle se divise. Une branche contient les neurones dans l'état A, une autre branche contient les neurones dans l'état B. Tu te divises en versions qui expérimentent des pensées différentes. Cette ramification continue, sans cesse, à tous les niveaux. Les molécules d'air dans la pièce qui t'entoure se heurtent environ 1 quadrillion de fois par seconde. Chaque collision intrique les molécules. Chaque intrication divise la réalité une fois de plus. Les photons provenant de l'appareil que tu utilises en ce moment frappent ta rétine des billions de fois par seconde. Chaque photon crée une intrication et donne naissance à de nouvelles branches où tu vois des motifs lumineux légèrement différents. Le nombre de branches croît de manière exponentielle. Tu commences avec un univers. Une seule intrication crée 2 branches. Une autre en crée 4. Après seulement 100 intrications, tu as plus de branches qu'il n'y a d'atomes dans l'univers visible. Et après 1000 intrications, le nombre de branches dépasse tout ce que nous pouvons décrire de manière significative avec n'importe quelle notation connue. Alors, combien de branches y a-t-il en ce moment ? Personne ne le sait. Les mathématiques de la mécanique quantique ne spécifient pas si ce nombre est fini ou infini. Certains physiciens soutiennent que le nombre doit être infini, car l'univers contient des variables continues comme la position et le moment cinétique. D'autres suggèrent que si l'espace et le temps, au niveau le plus fondamental, sont composés d'unités discrètes à l'échelle de Planck, le nombre pourrait être énorme mais fini. Tout ce que nous savons, c'est que le nombre est incroyablement grand. Comme l'a clairement exprimé David Deutsch, le nombre de mondes parallèles n'est pas de 5, ni d'1 million. C'est un nombre inimaginablement gigantesque, bien plus grand que ce que l'intuition humaine peut saisir. Et ce nombre continue de croître, à chaque microseconde, à mesure que de plus en plus de particules interagissent et s'intriquent. Chaque branche est entièrement réelle, chacune contient des observateurs comme toi, chacune évolue selon les mêmes lois physiques. Les branches ne peuvent pas communiquer directement entre elles. Une fois que la division s'est produite, les branches perdent leur cohérence et sont causalement isolées les unes des autres. L'information ne peut pas passer entre elles par des moyens normaux. Pourtant, certains physiciens soutiennent maintenant que des moments d'interférence de courte durée entre des branches proches pourraient être possibles. S'ils ont raison, cela pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur l'isolement des mondes parallèles. Pendant près d'un siècle, les physiciens se sont débattus avec une énigme au cœur de l'un des actes les plus fondamentaux de l'existence. Que se passe-t-il exactement lorsque nous mesurons un système quantique ? Avant que nous ne le touchions avec nos yeux, le système existe dans un brouillard d'innombrables possibilités, une superposition. Mais au moment où nous regardons, nous sommes confrontés à un seul résultat défini. C'est comme si cette vaste fonction d'onde s'était effondrée, passant de nombreuses possibilités à une seule réalité. Ce changement soudain et brutal viole l'équation de Schrödinger, qui décrit une évolution lisse et continue. Alors, quand et comment cet effondrement se produit-il ? Niels Bohr, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, a soutenu que la mesure était fondamentalement différente des processus physiques ordinaires. Selon lui, un système quantique obéit à un ensemble de règles, tandis que nos appareils de mesure dans notre monde obéissent à un autre ensemble de règles. Cette frontière floue entre le monde quantique et le monde classique est l'endroit où l'effondrement se produit. Cette vision, appelée l'interprétation de Copenhague, a dominé la physique pendant des décennies. Mais il y avait un problème. Nos appareils de mesure ne sont-ils pas aussi faits d'atomes ? Les atomes obéissent à la mécanique quantique. Les électrons dans les fils, qui transportent ces signaux de mesure aussi. Et les neurones dans notre cerveau, qui traitent ces signaux aussi. Alors, où exactement le monde quantique se termine-t-il et où commence le monde classique que nous connaissons ? Bohr n'a jamais donné de réponse claire à cette question. Il a suggéré que la conscience
pourrait jouer un rôle, ce qui ouvrait la porte à un mysticisme que de nombreux physiciens trouvaient inconfortable. D'autres interprétations ont tenté de résoudre cette énigme de différentes manières. La théorie de l'onde pilote, développée par Louis de Broglie et David Bohm, suggère que les particules ont toujours des positions définies. Elles sont guidées par un champ d'onde caché, réel mais invisible. La mesure ne fait que révéler cette position qui était là depuis le début. Cette idée sauve les résultats définis, mais le prix à payer est d'ajouter de nouveaux éléments invisibles à la trame de la physique. Elle rend également la théorie non locale de manière dérangeante, c'est-à-dire indépendante de la distance. Si tu changes quelque chose ici, ces ondes cachées dans tout l'univers doivent te répondre instantanément. L'interprétation des mondes multiples, quant à elle, élimine complètement le problème en disant que l'effondrement ne se produit jamais. La fonction d'onde ne se réduit jamais de plusieurs possibilités à un seul résultat. Au lieu de cela, l'observateur lui-même devient une partie du système. Juste avant de mesurer la position d'un électron, tu existes toi-même en superposition. Ton cerveau n'a pas encore traité le résultat de la mesure. Après avoir regardé, une de tes versions voit l'électron ici, une autre de tes versions le voit là. Et les deux versions sont réelles. Cela peut sembler multiplier les mystères plutôt que de résoudre les problèmes. Comment pouvons-nous exister dans plusieurs états? Et pourquoi n'expérimentons-nous qu'un seul résultat? La réponse réside dans un processus que nous appelons la décohérence. Pense aux profondeurs de ton cerveau, une galaxie d'environ 86 milliards de neurones. Chaque neurone contient des billions d'atomes. Ces atomes interagissent sans cesse les uns avec les autres et avec leur environnement. Ces interactions créent une intrication si rapidement que tes différentes versions sont isolées les unes des autres en un clin d'œil, en quelques microsecondes. Une fois que la décohérence s'est produite, les branches ne peuvent plus interférer les unes avec les autres. Elles évoluent de manière indépendante. Le toit de cette branche ne peut pas accéder aux souvenirs ou aux expériences des autres branches. Cela ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Elles existent. Tu ne peux tout simplement pas les percevoir parce que l'interférence quantique a été supprimée. Pense à la façon dont cela change notre perception de la nature de l'observation. La mesure ne fait pas s'effondrer la réalité. Elle intrigue l'observateur avec ce qui est mesuré. L'univers ne se soucie pas de savoir si l'observateur est conscient ou non. Un simple photodétecteur provoque une ramification aussi efficacement qu'un œil humain. La conscience n'est pas nécessaire à la ramification. N'importe quel système physique qui s'intrigue avec d'autres est suffisant. Cela résout le problème de la mesure en montrant qu'il n'y a jamais eu de problème. Les équations de la mécanique quantique décrivent déjà tout, y compris les observateurs et les mesures. Aucune règle ou hypothèse supplémentaire n'est de nécessaire. Au plus profond de notre cerveau, cette danse complexe qui forme nos pensées se déroule finalement par des processus électrochimiques qui dépendent d'événements quantiques. Un canal ionique s'ouvre ou se ferme par le changement de forme d'une molécule spécifique. Ce changement de forme implique le saut instantané d'électrons entre différents niveaux d'énergie. Et ces électrons obéissent aux lois étranges mais infaillibles de la mécanique quantique. Juste avant que l'interaction ne se produise, ils existent dans un nuage de probabilités en superposition. Quand le canal s'ouvre, le neurone s'active. Quand il reste fermé, le neurone reste silencieux. Et les deux résultats sont vécus simultanément dans différentes branches de la réalité. Cela ne signifie pas que la mécanique quantique contrôle nos pensées de manière mystique. Dans notre vie quotidienne, la physique classique décrit assez bien la plupart du fonctionnement de notre cerveau. Les neurones sont des systèmes suffisamment grands et complexes pour que la décohérence, la perte de la cohérence quantique, se produise presque instantanément. Cet état de superposition pure ne survit pas assez longtemps pour créer des effets quantiques concrets au niveau de notre pensée ou de notre prise de décision. Nos choix naissent de l'activité classique de nos neurones à un instant donné, et non de cette incertitude fondamentale du quantique. Mais c'est précisément là que réside le point crucial pour l'histoire des univers parallèles. Même si les effets quantiques se décohèrent rapidement dans l'environnement chaud, humide et complexe de notre cerveau, la ramification se produit quand même. Chaque événement quantique dans chaque neurone divise la réalité une fois de plus. Une branche contient un neurone qui s'est activé. Une autre branche contient un neurone qui est resté silencieux. Ces minuscules différences n'ont généralement pas d'effet significatif, car les neurones s'activent ou restent silencieux en fonction d'innombrables entrées.
Une seule fluctuation quantique change rarement le résultat, mais parfois cet événement quantique se produit à un moment critique. Imagine un neurone en équilibre, juste au seuil d'une décision. S'il reçoit une entrée de plus, il s'activera. Et cette dernière entrée dépend de si une molécule spécifique est dans l'état A ou l'état B. La mécanique quantique nous dit que cette molécule est dans une superposition des deux états, et à ce moment précis, la fonction d'onde universelle se ramifie. Dans une branche, ce neurone s'active et la pensée X apparaît dans notre esprit. Dans une autre branche, le neurone reste silencieux et nous pensons la pensée Y. Maintenant, étendons ce seul instant au traitement continu de l'information par des milliards de neurones. Rien qu'à partir de cet instant, le nombre de branches où nos pensées sont différentes augmente à une vitesse vertigineuse. La grande majorité de ces branches contiennent des versions de nous qui pensent des pensées presque identiques. Tu lis cette phrase, et dans l'écrasante majorité des branches, tu en traites le sens de la même manière. Mais dans certaines branches, quelque chose a détourné ton attention. Dans d'autres, tu as mal lu un mot. Et dans ces branches les plus rares, une seule fluctuation quantique a déclenché une cascade neuronale significativement différente, et en ce moment, tu penses à quelque chose de complètement différent. Et maintenant, étendons cela à toute une vie. Chaque instant contient des milliards d'événements quantiques dans notre système nerveux. La plupart d'entre eux produisent des branches qui se rejoignent rapidement. Nos versions reviennent à des états similaires car la physique classique domine à l'échelle macroscopique. Mais de temps en temps, ces événements quantiques se produisent à des moments de décision critique. Nous hésitons un instant avant de parler. Nous reconsidérons un choix. Un souvenir remonte soudainement à la surface ou reste enfoui. Ce sont ces moments qui produisent des branches, qui divergent de manière significative au fil des décennies. Cette divergence crée des versions de nous qui se font des amis différents, poursuivent des carrières différentes, vivent dans des villes différentes. Et toutes ces versions s'expérimentent comme la seule et unique version. Chacune a des souvenirs ininterrompus qui remontent à une enfance commune. Chacune se sent comme le vrai toi. Et depuis n'importe quelle branche, toutes les autres sont invisibles. Alors, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas de continuité de notre identité ? Pas exactement. Le toi qui lit ces mots en ce moment est une personne réelle, avec des expériences réelles. Ton sens subjectif du soi n'est pas une illusion, il est simplement incomplet. Tu es un seul fil dans une immense tapisserie de soi interconnectés qui expérimentent tous leur propre version de la réalité. Et quelque part dans le multivers quantique, une autre version de toi vient de finir de lire ceci et a décidé que c'était une vérité qu'elle ne pouvait pas accepter. En 1935, un homme nommé Erwin Schrödinger a conçu une expérience de pensée qui allait hanter l'âme de la physique pour toujours. Imaginons que nous mettons un chat dans une boîte complètement isolée du monde extérieur. À côté de lui, ajoutons un seul atome radioactif qui a une probabilité exacte de 50% de se désintégrer en 1 heure. Et connectons cet atome à un appareil délicat qui, s'il se désintègre, libérera un poison. Maintenant, fermons la boîte et attendons. Selon la mécanique quantique, cet unique atome existe dans une superposition des états désintégrés et non désintégrés en même temps. Le mécanisme de libération du poison s'intrique avec l'atome. Le chat s'intrique avec le poison. Avant d'ouvrir la boîte, tout le système est en superposition. Le chat n'est ni vivant ni mort. Il est les deux à la fois. Schrödinger avait conçu cela comme une reductio ad absurdum, une réduction à l'absurde. Puisque les chats ne peuvent manifestement pas être à la fois vivants et morts, il pensait que cela prouvait que la mécanique quantique devait être incomplète. Mais et si la mécanique quantique n'était pas incomplète ? Les mathématiques fonctionnent parfaitement. Les expériences confirment ces prédictions à toutes les échelles que nous pouvons tester. Peut-être que le problème n'est pas dans la physique, peut-être que le problème est dans nos intuitions. Nous supposons que le fait d'ouvrir la boîte force le chat à être soit vivant, soit mort. Nous supposons qu'un résultat est réel et que l'autre disparaît. L'interprétation des mondes multiples, elle, dit que les deux résultats sont réels. Lorsque tu ouvres la boîte, tu ne fais pas s'effondrer la fonction d'onde du chat. Tu t'intriques avec le chat, et l'univers se divise. Dans une branche, tu trouves un chat vivant. Un sentiment de soulagement t'envahit. Tu caresses le chat et tu lui donnes à manger. Dans une autre branche, tu trouves un chat mort. Une tristesse s'empare de ton cœur. Et tu te demandes ce que tu vas faire de son corps sans vie. Tes deux versions existent.
Les deux versions du chat existent, et les deux versions continuent leur vie séparée, dans des branches de réalité, isolées les unes des autres. Du point de vue du toi à l'intérieur de n'importe quelle branche, le chat te semble avoir été définitivement vivant ou définitivement mort, ou depuis le début. Tes souvenirs créent l'illusion que le résultat a toujours été déterminé, mais c'est parce que tes souvenirs eux-mêmes se sont ramifiés au moment où tu as ouvert la boîte. La version de toi qui a trouvé un chat vivant a des souvenirs cohérents avec un chat vivant. La version qui a trouvé un chat mort a des souvenirs cohérents avec un chat mort. Schrödinger lui-même réévaluerait cette expérience de pensée des années plus tard. Lors d'une conférence qu'il a donnée à Dublin en 1952, il a suggéré quelque chose de remarquable. Il a proposé que les deux résultats se produisent réellement. Seulement, ils se produisaient dans des réalités séparées qui n'interagissaient pas entre elles. Il a averti son public que cela pouvait sembler fou. Mais ensuite, il a soutenu que c'était la lecture la plus honnête, la plus simple des équations quantiques. L'expérience du chat révèle quelque chose de très important sur les mesures. Le chat est en fait lui-même un appareil de mesure. Lorsque l'atome radioactif se désintègre ou non, le chat mesure se fait en mourant ou en survivant. Le chat n'a pas besoin de conscience ou d'intelligence pour être considéré comme une mesure. La seule chose qui compte, c'est l'interaction physique. Au moment où l'atome se désintègre, il s'intrique avec le mécanisme de poison. Au moment où le poison est libéré, il s'intrique avec le chat. La ramification se produit à chaque étape. La conscience entre en scène plus tard, lorsque tu ouvres la boîte. Tu t'ajoutes au système intriqué qui existe déjà. Tu ne provoques pas la ramification. Tu participes à la ramification qui s'est déjà produite. Le chat était déjà dans une superposition d'états vivants et morts, et les deux états s'étaient pleinement réalisés dans différentes branches. Tu n'as fait que choisir quelle branche tu allais expérimenter. Dans la toute petite fraction de la première, seconde après le Big Bang, à ce moment où le temps lui-même n'était pas encore complètement né, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'espace lui-même s'est dilaté de manière exponentielle. L'univers a doublé de taille, puis a de nouveau doublé, puis encore. C'était si rapide que, dans un laps de temps trop court pour que notre esprit puisse le concevoir, une région plus petite qu'un atome est devenue plus grande que tout l'univers observable que nous voyons aujourd'hui. Les physiciens appellent cette période l'inflation cosmique. Alan Guth a proposé l'idée de l'inflation en 1980 pour résoudre quelques problèmes gênants du modèle du Big Bang. Pourquoi l'univers semble-t-il si lisse et uniforme à grande échelle? Pourquoi l'espace est-il plat et non courbé? L'inflation explique ces deux énigmes avec élégance. En dilatant l'espace plus vite que la lumière, l'inflation lisse les irrégularités initiales et aplanit toute courbure. Nos observations du fond diffus cosmologique confirment ces prédictions avec une précision remarquable. Mais l'inflation portait en elle une conséquence profonde. Guth s'en est rendu compte immédiatement. Une fois que l'inflation commence dans une région, elle ne s'arrête probablement jamais complètement partout. Les fluctuations quantiques dans le champ inflationnaire créent des bulles où l'inflation se termine et où l'expansion normale prend le relais. Notre univers observable se trouve à l'intérieur d'une de ces bulles. Mais à l'extérieur de notre bulle, l'espace continue de s'enfler, et ce vide fertile donne constamment naissance à plus de bulles. Chaque bulle devient son propre univers, avec son propre Big Bang. C'est l'inflation éternelle. Le processus ne se termine jamais globalement. Même s'il se termine localement à l'intérieur des bulles, de nouveaux univers se forment continuellement. Ils s'étendent et se remplissent de galaxies et d'étoiles. Certains peuvent avoir les mêmes constantes physiques que le nôtre, les mêmes lois partageant le même destin. D'autres peuvent avoir des valeurs complètement différentes pour la force de gravité, la charge des électrons, la masse des quarks. La plupart de ces univers-bulles auraient-on des constantes qui empêcheraient la formation de toute structure complexe. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de vie, mais quelques bulles chanceuses, comme la nôtre, obtiennent ces paramètres délicats qui permettent à des choses intéressantes de se produire. André Linde de l'université de Stanford a encore développé cette image. Il a montré que l'inflation éternelle n'est pas seulement possible, elle est presque inévitable, étant donné ce que nous savons des champs quantiques. Même si l'inflation s'arrête dans la plupart des régions, les fluctuations quantiques la relanceront toujours quelque part. Ce multivers d'univers bulles est une conséquence naturelle de notre meilleure théorie de l'univers primitif. Alors, quelle est la taille de ce multivers? Inconcevablement vaste.
Chaque univers bulle peut être de taille infinie, et il y a probablement un nombre infini de bulles. Les cosmologistes le décrivent parfois comme un multivers de niveau 1, différent des mondes multiples créés par le quantique. Mais ces deux types de multivers peuvent être profondément liés. Certaines théories suggèrent que l'inflation éternelle se déroule de différentes manières dans différentes branches de la fonction d'onde quantique universelle. Les bulles sont séparées par l'espace qui s'enfle infiniment entre elles. Cet espace se dilate plus vite que la lumière. Cela ne signifie pas que la lumière est plus rapide que la lumière dans l'espace, ce qui est impossible. Au contraire, l'espace lui-même se dilate si vite que la distance entre les bulles augmente plus rapidement que la lumière ne peut la parcourir. Cela signifie que les univers bulles sont causalement déconnectés les uns des autres, séparés de manière irréversible. La lumière d'une bulle ne peut jamais atteindre une autre. Aucun signal ne peut passer entre eux. L'information ne peut pas franchir cette barrière inflationnaire. Chaque bulle devient sa propre île solitaire d'espace et de temps. Les habitants d'une bulle ne pourront jamais avoir connaissance des autres bulles. Ils ne peuvent pas les visiter. Ils ne peuvent pas communiquer avec elles, presque. Il pourrait y avoir une seule exception. Si deux bulles se forment suffisamment près l'une de l'autre dans ces premiers instants de l'inflation, elles pourraient entrer en collision avant que l'inflation ne les sépare pour toujours. Une telle collision laisserait des traces dans la trame des deux bulles. De l'intérieur d'une bulle, en regardant le fond diffus cosmologique, nous pourrions voir un motif circulaire là où la collision s'est produite. Comme une cicatrice dans le ciel, quelque chose comme cette mystérieuse tache froide que les astronomes ont découverte. Si la tache froide est vraiment une signature de collision, ce serait notre première preuve que l'inflation éternelle a bien produit plus d'un univers. Et cela signifierait que notre univers a littéralement touché, a été en contact avec une autre réalité. Prenons la force de la gravité, cette force familière, modifie-la d'un taux inconcevablement petit, comme 1 sur 10 puissance 34, et les étoiles ne pourraient jamais naître. Et la force électromagnétique, celle qui maintient les atomes ensemble, rend-la juste un peu plus forte, et les noyaux atomiques se désintègrent, incapables de rester unis. Ajuste la masse délicate de l'électron d'une quantité infime, et la chimie telle que nous la connaissons deviendrait impossible. Les constantes fondamentales de la nature semblent être ajustées avec une balance de précision pour permettre l'existence des galaxies, des étoiles, des planètes et, finalement, de la vie. Les physiciens appellent cela le réglage fin. Cela ne signifie pas que les constantes devaient prendre ces valeurs spécifiques par une nécessité mathématique. En ce qui concerne la trame des lois de la physique, elles auraient pu avoir n'importe quelle valeur. Le vrai mystère est de savoir pourquoi elles sont tombées dans ces fourchettes très étroites qui permettent la formation de structures complexes. Si ces constantes ont été choisies au hasard, la probabilité d'une telle précision semble extrêmement faible. Certains voient dans ce réglage fin les traces d'un dessin intelligent. Si l'univers semble construit pour la vie, peut-être que quelque chose ou quelqu'un l'a construit de cette façon. C'est le principe anthropique dans sa forme la plus forte. L'univers doit avoir des propriétés compatibles avec les observateurs, car sinon il n'y aurait aucun observateur pour le remarquer. Les scientifiques résistent généralement à ce raisonnement car il met fin à l'interrogation. Dire que l'univers est finement réglé pour la vie n'explique pas pourquoi les constantes ont ces valeurs spécifiques. Cela ne fait que reformuler une observation en conclusion. La plupart des physiciens recherchent des mécanismes physiques qui pourraient expliquer ce réglage fin sans recourir à l'hypothèse d'un but ou d'une intention. Et le multivers offre précisément un tel mécanisme. S'il existe d'innombrables univers avec des constantes physiques différentes, alors certains d'entre eux, par pur hasard, auront les bonnes valeurs. Et nous nous trouvons dans l'un de ces univers parce que nous ne pourrions pas exister dans les autres. Ce qui apparaît comme un réglage fin est en fait un effet de sélection. Nous observons un univers qui permet la vie, non pas parce que l'univers a été conçu pour la vie, mais parce que nous ne pouvons exister que dans les univers où une vie de notre type est possible. Pensons-y avec une analogie. Imagine une loterie cosmique où des constantes aléatoires sont attribuées à chaque univers. La plupart des billets sont perdants. Ils produisent des univers trop chauds, trop froids, trop instables ou trop uniformes pour développer une quelconque complexité. Seule une infime fraction des billets est gagnante, créant des univers capables d'abriter des étoiles, des planètes et, finalement, des observateurs comme nous.
Nous avons un billet gagnant en main, non pas parce que gagner est courant, mais parce que nous ne serions pas là pour examiner un billet perdant. Mais cette analogie est insuffisante sur un point, car le nombre d'univers n'est pas comme un nombre fixe de billets de loterie. L'inflation éternelle peut créer un nombre infini d'univers bulles. L'interprétation des mondes multiples du quantique peut produire un nombre infini de branches. Dans un multivers infini, chaque combinaison possible de constantes se réalise un nombre infini de fois. Dans ce cas, le réglage fin devient non seulement possible, mais inévitable. Certains physiciens n'aiment pas les explications du réglage fin par le multivers. Ils soutiennent que c'est abandonner l'objectif de la science de faire des prédictions. Si tout peut arriver quelque part dans le multivers, la théorie perd son pouvoir explicatif. D'autres répondent en disant que le multivers est une prédiction de l'inflation et de la mécanique quantique, pas un ajout après coup pour résoudre le problème du réglage fin. Nous allons là où les mathématiques nous mènent, peu importe à quel point les résultats sont étranges. Le débat reste ouvert, mais les enjeux sont clairs. Si le multivers est réel, alors notre univers n'est pas spécial. Ces constantes qui permettent notre existence sont des accidents de la géographie cosmologique. Et quelque part dans ce vaste paysage d'univers possibles, d'autres êtres conscients se posent les mêmes questions que nous et arrivent aux mêmes conclusions troublantes. Ils sont aussi surpris que nous et, peut-être, aussi effrayés que nous de réaliser qu'ils ne sont pas seuls. Roger Penrose se distingue de la plupart des physiciens sur la question des univers parallèles. Il soutient que l'interprétation des mondes multiples échoue parce qu'elle ignore la gravité. La mécanique quantique décrit les particules et les champs avec un grand succès, mais nous n'avons pas encore de théorie complète de la gravité quantique. Et Penrose prétend que la gravité joue un rôle crucial dans la détermination de ce qui est réel et de ce qui reste une simple possibilité. Son argument se concentre sur cette relation délicate entre la masse et la superposition quantique. Les petites particules, comme les électrons, ont des champs gravitationnels négligeables. Dans des systèmes isolés, elles peuvent maintenir leur état de superposition indéfiniment. La fonction d'onde universelle décrit parfaitement leur état. Mais les grands objets créent des champs gravitationnels importants. La gravité courbe la trame de l'espace-temps autour d'eux. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Si un objet existe dans une superposition de deux positions différentes, alors il crée deux champs gravitationnels différents. Ces champs courbent l'espace-temps de différentes manières. Nous avons maintenant une superposition non seulement des positions des particules, mais aussi des géométries de l'espace-temps elle-même. Penrose soutient que c'est une situation physiquement instable. L'univers ne peut pas maintenir longtemps deux courbures de l'espace-temps contradictoires. Il suggère que la gravité elle-même provoque l'effondrement de la fonction d'onde. Lorsqu'une superposition d'un objet crée des géométries d'espace-temps suffisamment différentes, cette instabilité force une géométrie à devenir réelle et les autres à disparaître. Cela se produit spontanément par la physique de la gravité. Aucune conscience n'est requise. Aucun processus de mesure spécial n'est nécessaire. Juste la gravité qui fait ce que la gravité fait. Le seuil de cet effondrement dépend de la masse de l'objet et du temps écoulé. Un électron peut rester en superposition pour toujours car son champ gravitationnel est trop petit pour être mesuré. Un grain de poussière pesant 1 microgramme peut maintenir sa superposition pendant environ 1 seconde avant que la gravité ne le fasse s'effondrer. Un objet de la taille d'un chat s'effondre en quelques microsecondes ou moins. Plus l'objet est massif, plus la gravité le force rapidement à un seul état défini. Cela signifierait que la ramification à grande échelle ne se produit jamais. L'univers peut se diviser pour les particules quantiques, mais ces divisions se résorbent rapidement lorsque les particules interagissent avec des objets massifs. Il n'y a qu'une seule réalité macroscopique. Les mondes multiples ne sont qu'une approximation valide à la plus petite échelle microscopique où la gravité peut être ignorée. La plupart des physiciens restent sceptiques quant à cette théorie de l'effondrement objectif de Penrose. Les mathématiques ne sont pas entièrement développées. Les effets prédits sont si subtils que les tests expérimentaux sont extrêmement difficiles. Il faudrait mettre en superposition des objets de plus en plus grands et mesurer combien de temps cette superposition dure. Notre technologie actuelle ne peut créer que la superposition de molécules. Les objets suffisamment massifs pour tester l'effondrement gravitationnel sont encore bien au-delà de notre portée expérimentale.
Plus fondamentalement, la théorie de Penrose nous oblige à modifier la mécanique quantique. Elle ajoute une nouvelle physique à l'élégante équation de Schrödinger. De nombreux physiciens préfèrent les interprétations qui restent fidèles à la mécanique quantique standard, plutôt que de proposer de nouveaux mécanismes d'effondrement. L'interprétation des mondes multiples ne nécessite aucune modification de la physique sous-jacente. Elle prend simplement les équations au sérieux. Pourtant, Penrose soulève un point valable. Nous ne comprenons pas encore la gravité quantique. La relativité générale et la mécanique quantique sont incompatibles dans leurs formes actuelles. Toute théorie complète doit les unifier d'une manière ou d'une autre. Peut-être que cette unification révélera que la gravité empêche cette ramification infinie. Peut-être qu'il existe un mécanisme qui permet à l'univers de choisir un seul résultat parmi d'innombrables possibilités. Ou peut-être que la gravité elle-même existe en superposition dans différentes branches. Peut-être qu'il n'y a pas une seule géométrie de l'espace-temps universel, mais plutôt différentes géométries dans différents mondes. Les équations de la relativité générale pourraient décrire non pas un seul espace-temps courbé, mais un nombre infini d'espaces-temps parallèles évoluant indépendamment les uns des autres. Tant que nous n'aurons pas une théorie fonctionnelle de la gravité quantique, nous ne saurons pas quelle image est la bonne. David Deutsch a conçu les ordinateurs quantiques non seulement pour résoudre des problèmes pratiques, mais aussi pour prouver que l'interprétation des mondes multiples est réelle. Il a pensé que si des univers parallèles existent, nous devrions pouvoir exploiter leur immense puissance de calcul. Un ordinateur quantique avec seulement 300 bits quantiques peut effectuer des calculs impliquant plus d'états qu'il n'y a d'atomes dans l'univers que nous pouvons observer. D'où vient cette puissance de traitement ahurissante? S'il n'y a qu'un seul univers, un bit quantique ou qubit peut être à la fois 0 et 1 en même temps. 2 qubits peuvent représenter 4 états simultanément. 3 qubits, 8 états. Le nombre d'états augmente de manière exponentielle. Chaque qubit ajouté double le nombre d'états que le système peut représenter. Un ordinateur de 300 qubits représente simultanément 2 puissance 300 états. Ce nombre dépasse 10 puissance 90, c'est-à-dire le nombre que nous obtenons en mettant 90 zéros après un 1. Les ordinateurs classiques effectuent un calcul à la fois. Pour résoudre certains problèmes, ils doivent essayer chaque réponse possible séquentiellement. Les ordinateurs quantiques, eux, traitent toutes les réponses possibles en même temps grâce à la superposition. Une fois le calcul terminé, tu mesures le résultat et tu obtiens la bonne réponse. L'ordinateur a exploité le parallélisme quantique pour explorer ces vastes espaces de solutions que les ordinateurs classiques mettraient des milliards d'années à explorer. Mais voici la partie remarquable. Pendant que le calcul s'exécute, les qubits sont en superposition de tous les états possibles. L'ordinateur quantique effectue littéralement des calculs en parallèle sur tous ces états. Dans l'interprétation des mondes multiples, chaque état se trouve dans une branche différente de la réalité. L'ordinateur quantique donne naissance à d'innombrables univers parallèles, effectue un calcul différent dans chacun d'eux, puis combine les résultats par interférence quantique pour produire la réponse finale dans cette branche. Deutsch soutient que c'est la preuve que les mondes parallèles sont réels. Comment autrement 300 qubits pourraient-ils traiter simultanément 2 puissances 300 états? L'ordinateur doit emprunter des ressources de calcul aux univers parallèles. Chaque univers effectue une partie du calcul, et les résultats interfèrent les uns avec les autres pour nous donner cette seule réponse que nous observons. Les autres interprétations de la mécanique quantique rejettent cela. L'interprétation de Copenhague dit que les qubits n'ont pas d'état défini jusqu'à la mesure. Le calcul se déroule dans un domaine quantique abstrait qui n'est pas tout à fait réel. La théorie de l'onde pilote dit qu'il n'y a qu'un seul état réel, mais qu'il est guidé par une onde cachée qui explore toutes les possibilités. Deutsch rejette ces alternatives comme n'étant pas satisfaisantes. L'interprétation des mondes multiples aborde l'ordinateur quantique de manière simple et directe. Il effectue des calculs parallèles dans des mondes parallèles. Cette interférence entre les mondes est ce qui rend l'informatique quantique plus puissante que l'informatique classique. S'il n'y avait pas de monde parallèle, les ordinateurs quantiques n'auraient aucun avantage. Les ordinateurs quantiques restent une technologie expérimentale. Les plus grands systèmes actuels ont environ 1000 qubits, mais ils ne peuvent pas maintenir la superposition quantique assez longtemps pour résoudre des problèmes intéressants. Les erreurs s'accumulent rapidement. La décohérence détruit cet état quantique délicat.
Construire des ordinateurs quantiques pratiques nécessite de résoudre d'énormes défis d'ingénierie. Pourtant, les progrès continuent. Des entreprises et des laboratoires de recherche du monde entier sont en compétition pour construire des ordinateurs quantiques capables de résoudre de vrais problèmes. Quand ils réussiront, nous aurons des appareils qui exploitent de manière prouvable le parallélisme quantique pour surpasser n'importe quel ordinateur classique. Et selon Deutsch, nous aurons sur nos bureaux la preuve que les univers parallèles ne sont plus une spéculation, ils seront une technologie que nous utilisons tous les jours pour résoudre des problèmes qui sont impossibles dans un seul univers. La lumière se déplace à une vitesse vertigineuse de 300 000 km par seconde. Rien ne peut se déplacer plus vite qu'elle dans la trame de l'espace. Cette limite de vitesse, intégrée à la structure de l'espace-temps, crée une barrière invisible autour de nous. La lumière des galaxies lointaines a mis des milliards d'années pour atteindre la Terre. C'est pourquoi nous voyons ces galaxies telles qu'elles apparaissaient dans le passé lointain. Plus nous regardons loin, plus nous regardons en arrière dans le temps. Mais il y a une limite à la distance que nous pouvons voir. L'univers a 13,8 milliards d'années. La lumière n'a eu que 13,8 milliards d'années pour nous atteindre. Les objets situés à plus de 13,8 milliards d'années-lumière n'ont pas encore eu le temps de nous envoyer leur lumière. Leur lumière est encore en chemin. Cela crée l'horizon cosmique, la limite de l'univers observable. La distance réelle jusqu'à cet horizon est supérieure à 13,8 milliards d'années-lumière car l'espace lui-même s'est dilaté. Pendant que la lumière se déplace vers nous, l'espace sous-jacent s'étire également. La taille actuelle de l'univers observable est d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Tout ce qui se trouve au-delà de cet horizon est invisible pour nous. Non pas parce que quelque chose bloque notre vue, mais simplement parce qu'il n'y a pas encore eu assez de temps pour que la lumière nous parvienne de là. Maintenant, pensons à ces univers bulles issus de l'inflation éternelle. Chaque bulle se forme dans une mer d'espace en expansion exponentielle. L'espace entre les bulles s'enfle plus vite que la lumière. Cela ne signifie pas que la lumière est plus rapide que la lumière dans l'espace, ce qui est impossible. Au contraire, l'espace lui-même se dilate si vite que la distance entre les bulles augmente plus rapidement que la lumière ne peut la parcourir. Cela signifie que les univers bulles sont causalement déconnectés les uns des autres, séparés de manière irréversible. La lumière d'une bulle ne peut jamais atteindre une autre. Aucun signal ne peut passer entre eux. L'information ne peut pas franchir cette barrière inflationnaire. Chaque bulle devient sa propre île solitaire d'espace et de temps. Les habitants d'une bulle ne pourront jamais avoir connaissance des autres bulles. Ils ne peuvent pas les visiter, ils ne peuvent pas communiquer avec elles. Le même principe s'applique aux mondes multiples créés par le quantique. Les différentes branches de la fonction d'onde se décohèrent les unes des autres. Elles cessent d'interférer. Elles évoluent de manière indépendante. Ces branches existent non pas dans notre espace tridimensionnel familier, mais dans cet espace de configuration quantique inimaginablement vaste. Mais l'isolement entre elles est tout aussi complet. Tu ne peux pas envoyer de message à une autre branche. Tu ne peux pas y voyager. Tu ne peux pas regarder au-delà de cette division pour voir ce que font les versions de toi dans les autres mondes. C'est pourquoi, même si les univers parallèles existent, nous ne pouvons pas les visiter. Ce ne sont pas des lieux éloignés que nous pourrions atteindre en voyageant assez loin. Ce sont des réalités séparées, isolées par la structure la plus fondamentale de la physique. Cet isolement est garanti par la vitesse de la lumière dans le cas des univers bulles et par la décohérence dans le cas des branches quantiques. Dans les deux cas, ces barrières semblent absolues. Certains physiciens spéculent sur des exceptions. Peut-être que l'effet tunnel quantique pourrait relier différentes bulles si elles se forment assez près. Peut-être que des moments de recohérence de courte durée pourraient permettre une interférence temporaire entre les branches quantiques dans des conditions spéciales. Peut-être que des trous de verre ou d'autres structures exotiques de l'espace-temps pourraient combler ces vides. Ces idées restent hautement spéculatives. Pour l'instant, les univers parallèles, s'ils existent, restent pour toujours séparés d'une autre. Mais et si cette tache froide prouvait qu'ils entrent parfois en collision ? Roary Mackenzie, un étudiant diplômé de l'université de Durham, a passé des mois à analyser les données de 2 grands relevés de galaxies. Son objectif semblait simple, confirmer que le supervide d'Eridan existait
et expliquait cette mystérieuse tache froide dans le fond diffus cosmologique. Des études antérieures, en 2015, avaient prétendu avoir trouvé ce vide. Mackenzie visait à le confirmer en utilisant des observations plus récentes et plus détaillées. Il a combiné les données du télescope anglo-australien avec le relevé gamma, qui avait cartographié des milliers de galaxies avec des mesures de distance précises. La technique qu'il a utilisée était la spectroscopie. La lumière de chaque galaxie contient les signatures de différents éléments chimiques. À mesure que l'espace se dilate, ces signatures se déplacent vers des longueurs d'onde plus longues, c'est-à-dire vers le rouge. L'ampleur de ce décalage révèle à quelle distance la galaxie se trouve de nous. En cartographiant les positions des galaxies en 3 dimensions, les astronomes peuvent identifier les vides et les amas dans la trame de l'univers. La tache froide couvre une zone de 5 degrés dans le ciel. Si un vide géant en était la cause par l'effet Sachs-Wolfe intégré, ce vide devait être énorme. Les estimations suggéraient une largeur comprise entre 500 millions et 1 milliard d'années-lumière. Une structure aussi grande aurait dû être clairement visible dans les relevés de galaxies. Cette région devant la tache froide aurait dû avoir significativement moins de galaxies que les zones environnantes. Mackenzie a fait l'analyse. Il a comparé la densité de galaxies autour de la tache froide avec la densité de galaxies dans des régions de contrôle ailleurs dans le ciel. Les résultats l'ont surpris. La région de la tache froide semblait normale. La distribution des galaxies là-bas correspondait, dans les incertitudes de mesure, à la distribution des galaxies partout ailleurs dans l'univers. Il n'y avait aucune trace de ce vide massif dans les données. Il a revérifié ses calculs. Il a essayé différentes méthodes statistiques. Il a élargi la taille de l'échantillon. Il a examiné différentes plages de distance. Chaque test a donné la même réponse, quoique l'hypothèse du supervide ait prédit, ce n'était pas là. L'étude de 2015 qui prétendait avoir trouvé le vide n'avait pas pu être reproduite avec de meilleures données. Cela a créé un problème sérieux. La tache froide est réelle. Le satellite Planck a confirmé son existence. Plusieurs analyses indépendantes étaient d'accord sur ses propriétés. Quelque chose fait que cette région du fond, diffus cosmologique, est significativement plus froide que ce que les prédictions autorisent. Si ce n'est pas un vide, alors qu'est-ce que c'est ? Mackenzie et son superviseur, Tom Shanks, ont soumis leurs résultats au Monthly Notice of the Royal Astronomical Society en 2017 et ils ont accepté ces conclusions troublantes. La cosmologie standard a du mal à expliquer une région froide aussi grande. La probabilité que des fluctuations aléatoires produisent la tache froide se situe entre 1 et 2%. Possible, mais improbable. Et son unicité est importante. Si elle s'est formée par hasard, il devrait y avoir d'autres grandes taches froides. Mais aucune n'a été trouvée. Leur article a mentionné des alternatives exotiques, des textures cosmiques, des défauts topologiques issus de transitions de phase dans l'univers primitif et des collisions avec d'autres univers bulles pendant l'inflation. Chacune de ces explications nécessite une nouvelle physique au-delà du modèle cosmologique standard, et chacune est accueillie avec un scepticisme naturel par la communauté scientifique. Pourtant, écarter les explications conventionnelles une par une rend ces alternatives exotiques dignes d'être considérées. Shanks a déclaré dans un communiqué de presse que si des analyses plus approfondies confirmaient de manière concluante qu'il n'y avait pas de supervide, alors la collision de bulles deviendrait la prochaine hypothèse la plus plausible. Cela ne prouve pas que la tache froide est la preuve des univers parallèles, mais cela signifie que les univers parallèles sont passés d'une fantaisie spéculative à une hypothèse scientifique testable. Et ce changement est important. La science progresse en éliminant les possibilités jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité, aussi étrange que cette vérité puisse être. Laura Mersini-Houghton, de l'Université de Caroline du Nord, a fait une proposition frappante. La tache froide n'est pas un hasard. Ce n'est pas un supervide. C'est une cicatrice laissée par la collision de notre univers avec un autre univers avant que l'inflation cosmique ne les sépare pour toujours. Cette collision s'est produite il y a 13,8 milliards d'années, dans une infime fraction de seconde après le Big Bang. Et nous en voyons les conséquences maintenant inscrites sur la plus ancienne lumière du cosmos. Son argument est basé sur la théorie de l'inflation éternelle. Les fluctuations quantiques dans le champ inflationnaire créent continuellement des univers bulles. La plupart des bulles se forment loin les unes des autres et n'interagissent jamais. Mais parfois,
deux bulles naissent suffisamment près l'une de l'autre pour se toucher avant que l'inflation ne les sépare. Lorsque les bulles entrent en collision, elles libèrent de l'énergie à leurs frontières. Cette énergie se propage comme une onde sphérique à travers les deux bulles, de l'intérieur d'une bulle. Nous verrions cette signature de collision comme un motif circulaire dans le fond diffus cosmologique. La taille de ce motif dépend du moment et du lieu de la collision par rapport à notre position dans l'espace et le temps. Les modèles mathématiques prédisent des profils de température spécifiques. Et la tache froide, bien que n'étant pas parfaite, présente une correspondance raisonnablement bonne avec ces prédictions. Mersini-Houghton va encore plus loin. Elle affirme que l'intrication quantique lie notre univers aux autres univers formés pendant la même période d'inflation. Avant que l'inflation ne sépare les bulles, elles partageaient des états quantiques communs. Les bulles se sont intriquées. Même après que la séparation spatiale les a causalement déconnectées, ces corrélations quantiques ont persisté. C'est une affirmation très controversée. La plupart des physiciens soutiennent que l'intrication ne pourrait pas survivre entre des bulles, d'univers séparés. L'inflation dilate l'espace si rapidement qu'elle devrait briser toute connexion quantique. Les bulles deviennent des systèmes isolés, sans possibilité de s'influencer mutuellement. L'intrication nécessite de vérifier les corrélations par des mesures, ce qui devient impossible lorsqu'un signal ne peut pas voyager entre les univers. Mersini-Houghton contre-argumente en disant que l'intrication s'est formée avant la fin de l'inflation, que cet état quantique initial du multivers contenait les corrélations entre les bulles comme une caractéristique permanente. Nous ne pouvons pas vérifier directement ces corrélations car nous ne pouvons pas communiquer avec les autres bulles, mais ces corrélations affectent des propriétés observables comme la distribution de température du fond diffus cosmologique. La tache froide pourrait être la preuve de cette ancienne intrication quantique entre les univers. Ces idées sont accueillies avec scepticisme par la communauté scientifique dominante. Les critiques soulignent que la tache froide pourrait encore être une coïncidence statistique. Des événements avec une probabilité de 1 à 2% se produisent. Les caractéristiques inhabituelles dans les données cosmologiques ne sont pas automatiquement la preuve d'une nouvelle physique. Les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Et une seule tache froide anormale n'est pas suffisante pour confirmer le multivers. Mersini-Houghton reconnaît cette incertitude, mais elle souligne que sa proposition est testable. De futures observations à plus haute résolution pourraient révéler des structures supplémentaires à l'intérieur de la tache froide. Si c'est une signature de collision, elle devrait avoir des caractéristiques géométriques spécifiques différentes des fluctuations aléatoires. Les prochaines expériences sur le fond diffus cosmologique pourraient fournir les données nécessaires pour départager ces explications concurrentes. Pour l'instant, son travail représente cette frontière floue où la spéculation rencontre la science. La tache froide pourrait n'être rien de remarquable, ou elle pourrait être la première lueur d'une autre réalité qui a touché la nôtre au commencement des temps. Les preuves restent ambiguës. Le débat continue. Mais ce qui est important, c'est que la question est passée de la philosophie à la physique. Les scientifiques conçoivent maintenant des expériences pour tester si d'autres univers existent, et la réponse pourrait bien arriver de notre vivant. Max Tegmark, du MIT, propose quelque chose d'encore plus radical. Si une structure mathématique est cohérente et bien définie, elle existe non seulement comme des équations abstraites sur du papier, mais comme une réalité physique concrète. Quelque part dans ce vaste paysage d'univers possibles, chaque structure mathématique qui peut exister existe. Il appelle cela l'hypothèse de l'univers mathématique. Cela va bien au-delà des théories du multivers que nous avons discutées jusqu'à présent. Les mondes multiples du quantique suggèrent différentes branches où les particules ont des positions ou des moments différents. L'inflation éternelle suggère différentes bulles où les constantes physiques ont des valeurs différentes. Le multivers de niveau 4 de Tegmark, lui, suggère des structures mathématiques complètement différentes. Des univers où le temps a 2 dimensions au lieu d'une. Des univers où l'espace a 17 dimensions au lieu de 3. Des univers régis par des lois mathématiques que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors, pourquoi toutes les structures mathématiques existeraient-elles en tant que réalité physique ? Tegmark soutient que cela découle d'un principe de démocratie.
Si certaines structures mathématiques correspondent à des univers physiques, pourquoi seulement certaines structures? Qu'est-ce qui rend nos lois mathématiques si spéciales? À moins d'introduire un sélecteur externe pour choisir quelle mathématique devient réelle, l'hypothèse la plus simple est que toute mathématique cohérente produit une réalité. Cela semble être une spéculation folle, mais Tegmark souligne que notre propre univers semble être de nature entièrement mathématique. Chaque loi physique peut être exprimée comme une équation. Chaque propriété de la matière et de l'énergie correspond à des structures mathématiques. L'espace et le temps forment une géométrie mathématique. Les états quantiques vivent dans des espaces vectoriels abstraits. L'univers calcule sa propre évolution selon des règles mathématiques. Peut-être que la réalité c'est les mathématiques, peut-être que le monde physique n'est pas décrit par les mathématiques, mais qu'il est les mathématiques. Nous existons comme des motifs à l'intérieur d'une immense structure mathématique. Et la conscience émerge de processus mathématiques suffisamment complexes. Lorsque nous découvrons des vérités mathématiques par la physique, nous découvrons en fait les vérités de la structure dans laquelle nous vivons. Si c'est vrai, se demander pourquoi notre univers a cette structure mathématique particulière, c'est comme se demander pourquoi le nombre 7 a des propriétés particulières. 7 n'est pas choisi parmi les nombres possibles. 7 existe nécessairement comme une partie de la réalité mathématique. Notre univers aussi existe nécessairement comme une structure dans l'espace de toutes les structures possibles. Les critiques soutiennent que c'est intestable. Comment pouvons-nous vérifier l'existence d'univers avec des lois mathématiques complètement différentes? Nous sommes piégés à l'intérieur de notre propre structure mathématique. Nous ne pouvons pas sortir pour observer les autres. Cette hypothèse ne fait aucune prédiction que nous pouvons vérifier. Elle devient plus de la philosophie que de la physique. Tegmark répond que son hypothèse fait des prédictions. Elle prédit que parmi tous les univers capables de supporter des observateurs, nous devrions nous trouver dans un univers typique. La plupart des structures mathématiques ne peuvent probablement pas produire de complexité. La plupart seraient trop simples ou trop chaotiques pour que la vie puisse évoluer. Nous devrions nous attendre à vivre dans un univers de ce sous-ensemble qui permet la formation de structures. Et en effet, bien que notre univers semble étonnamment adapté à la complexité, il n'y a pas de raison évidente pour qu'il en soit ainsi. Le débat reste ouvert, mais l'hypothèse de l'univers mathématique représente la version la plus extrême de l'idée de multivers. Non seulement de nombreux univers avec des propriétés différentes, mais un nombre infini d'univers avec chaque structure mathématique possible. Si Tegmark a raison, alors, la réalité est bien plus vaste et bien plus étrange que même les spéculations les plus folles ne le suggèrent. David Deutsch a fait une affirmation surprenante. Les univers parallèles ne restent pas complètement isolés. Lorsque les processus quantiques forcent des univers auparavant identiques à devenir différents, des moments d'interférence de courte durée se produisent entre eux. Il soutient que lors de l'expérience des fentes de Young, cette interaction temporaire entre les mondes produit la figure d'interférence que nous observons. Pensons à ce qui se passe lorsqu'un électron s'approche de deux fentes. Avant d'atteindre la barrière, un seul électron existe dans un seul univers. Puis, la superposition crée une ramification. Dans certaines branches, l'électron se dirige vers la fente A. Dans d'autres, il se déplace vers la fente B. Les branches divergent. Elles contiennent des configurations de la réalité légèrement différentes, mais elles ne sont pas encore complètement séparées. Dans cet espace de configuration, elles restent assez proches pour qu'il y ait une interférence quantique entre elles. L'électron qui passe par la fente A dans une branche interagit avec l'électron qui passe par la fente B dans une autre branche. Cette interaction crée cette figure d'interférence. Lorsque l'électron frappe l'écran de détection, les branches se séparent complètement. L'interférence cesse. Chaque branche contient maintenant un écran avec un impact d'électrons à une position spécifique. Depuis n'importe quelle branche, tu vois un électron faire un seul point, mais le motif qui émerge après de nombreux électrons révèle cette interférence cachée qui s'est produite entre les branches. Le motif prouve que l'électron a interagi avec quelque chose, mais il n'y avait pas d'autre électron dans ta branche. L'interaction a dû se produire avec cet autre électron dans les branches parallèles. Deutsch soutient que cela explique pourquoi la mécanique quantique fonctionne. La physique classique décrit un seul monde, la mécanique quantique décrit l'interférence de nombreux mondes, la fonction d'onde n'est pas seulement un outil mathématique, c'est une structure réelle qui englobe plusieurs réalités. Lorsque nous calculons avec la fonction d'onde, nous tenons en fait compte de la façon dont les mondes interagissent avant de se séparer complètement.
la plupart des physiciens continuent d'être sceptiques quant à cette interprétation. Ils acceptent l'image des mondes multiples, mais nient que l'interférence entre les mondes soit la bonne façon de comprendre les expériences quantiques. La vision standard est que l'interférence se produit à l'intérieur d'une seule branche avant que la mesure n'ait lieu. Ce n'est qu'après la mesure que les branches se séparent et s'isolent. Aucune interaction entre différentes branches n'est nécessaire. Pourtant, l'interprétation de Deutsch a une caractéristique attrayante. Elle explique naturellement l'informatique quantique. Un ordinateur quantique maintient la superposition le long de multiples chemins de calcul. Ces chemins se trouvent dans différentes branches. Le résultat final dépend de cette interférence entre les branches, avant que la mesure ne fasse s'effondrer la superposition. L'ordinateur exploite cette interférence temporaire entre les mondes parallèles pour résoudre des problèmes. Certaines nouvelles propositions vont encore plus loin. Elles suggèrent que nous pourrions créer des situations où la recohérence permettant aux branches séparées de se réunir se produit. Cela nécessiterait un contrôle incroyablement précis sur les systèmes quantiques. La moindre interaction avec l'environnement provoquerait une décohérence et empêcherait cette réunification. Mais en principe, la mécanique quantique permet aux branches précédemment séparées de se réunir. Si tu pouvais inverser ces intrications qui les ont séparées, si cela était possible, nous pourrions accomplir quelque chose de remarquable. Une communication de courte durée entre des mondes parallèles. Pas un voyage, pas un contact permanent, juste ces moments fugaces où l'information passe entre les branches juste avant qu'elles ne se séparent à nouveau. Cela reste bien au-delà de la technologie actuelle. Mais la possibilité théorique existe. Quelque part dans l'espace de configuration quantique, tes versions parallèles travaillent peut-être en ce moment sur le même problème que toi, et tes pensées interfèrent peut-être avec les leurs de manière trop subtile pour être consciemment perçue, mais cette interférence est réelle. Alors, à quelle fréquence l'univers se ramifie-t-il ? Chaque interaction quantique crée de nouveaux mondes, mais les interactions quantiques se produisent partout, à chaque instant, sans cesse. Calculer le taux de ramification totale nécessite de comprendre combien d'événements quantiques se produisent dans tout le cosmos. Commençons petit. Un seul atome contient des électrons en orbite autour d'un noyau. Ces électrons transitent entre les niveaux d'énergie. Chaque transition est un événement quantique. Maintenant, multiplie cela par les quelques 10 puissance 80 atomes de l'univers observable. Même si chaque atome ne faisait qu'une seule transition par seconde, cela représenterait 10 puissance 80 événements de ramification par seconde. Et le taux réel est beaucoup plus élevé. Les photons des étoiles frappent continuellement les atomes du gaz interstellaire. Les rayons cosmiques bombardent les atmosphères des planètes. La désintégration radioactive se produit au plus profond des roches. Les neutrinos traversent la matière et interagissent occasionnellement. Chaque événement crée une intrication et donne naissance à de nouvelles branches. Sean Carroll estime que le taux de ramification, rien que dans notre environnement local, dépasse des milliards d'événements par seconde. Maintenant, étendons cela à l'ensemble de l'univers observable. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile émet des quadrillions de photons par seconde. Chaque photon qui interagit avec la matière crée une ramification. Le nombre total devient rapidement ahurissant. L'univers pourrait se diviser plus de fois en une seule seconde qu'il n'y a d'atomes dans tout le cosmos observable. Et si, au lieu d'écouter ces échos, il existait un moyen d'aller à la source ? Et si nous pouvions franchir ces distances cosmiques à une vitesse que nous pensions autrefois impossible ? Parce que l'humanité a peut-être trouvé la réponse à cette question précise. Des scientifiques ont annoncé qu'en courbant la trame même de l'univers, ils ont ouvert la porte à un voyage plus rapide que la lumière elle-même. Dans notre prochaine partie, nous explorerons la science derrière cette découverte révolutionnaire et comment elle pourrait changer à jamais nos rêves d'atteindre les étoiles. Rejoins-nous pour faire partie de ce voyage. D'ici là, que tes rêves soient faits d'univers.